Absolument, Madame la Présidente. Je vais laisser la parole à ma vis-à-vis de l'opposition officielle pour le chapitre 65 et les 4 motions qui s'y trouvent. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le chef de l'opposition. Merci. Un petit imbroglio entre moi-même et mon collègue. Donc, ça nous fait plaisir de pouvoir déposer cette motion qui demande à la Ville de Montréal d'adopter un budget carbone. On sait que ça fait presque 2 semaines qu'on a lancé l'idée. Depuis, on a eu la chance d'avoir des discussions fort avancées avec le responsable des enjeux d'environnement au comité exécutif, notamment évidemment M. Parenteau. Et je suis très content de pouvoir annoncer comme quoi on a pu trouver un terrain d'entente pour une motion amendée. Donc j'aimerais pouvoir la déposer immédiatement et la distribuer afin qu'on puisse traiter de cette motion amendée. Merci. Pendant que la distribution est faite, je vais commencer à amorcer les commentaires sur cet enjeu-là. D'abord, sur l'amendement, vous allez voir qu'il y a certaines attendues qui sont rajoutées. Il y en a d'autres qui sont enlevées. Concernant les résolus également, je dirais que le principal amendement sur lequel on tirerait votre attention, ce sont les 2 premiers résolus. Alors, il y a une reformulation comme quoi il y a un engagement de la part de la Ville de Montréal de vouloir avoir effectivement un budget carbone. Et comme deuxième résolu qui est ajouté, le premier étant maintenu, c'est le fait que le budget carbone soit intégré dans les travaux qui ont été annoncés au mois de décembre par la Ville de Montréal, ensemble évidemment avec la Fondation Suzuki et Trottier. Donc, on pense que c'est un amendement, une proposition tout à fait acceptable à cet égard-là pour que justement on puisse aller de l'avant. C'est sûr qu'il y a plusieurs outils qui sont nécessaires pour réduire les gaz à effet de serre. On sait qu'il y a énormément une grande nécessité d'agir. Tout le monde est conscient de l'urgence d'agir. C'est quelque chose sur lequel on a pu se prononcer dans cette enceinte et sur lequel on est d'accord. Nous croyons sincèrement qu'avec un budget carbone, ça va vraiment concrétiser la façon de faire. Hormis les objectifs, hormis les cibles à atteindre, ça va nous forcer de façon concrète à travailler avec différents intervenants pour pouvoir justement faire en sorte qu'on aura une prise de conscience annuelle, une façon de faire sur laquelle on va se mettre de la pression et on va pouvoir se garder imputable de façon mutuelle. Alors, on est très content d'avoir l'appui de l'administration et puis on compte sur l'appui de tous nos collègues. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, cette motion, elle est adoptée. À vous la parole à nouveau. Je vais pas tarder, plus que dire que je suis fier du fait que la ville de Montréal deviendra fort probablement la première ville en Amérique du Nord à effectivement avoir un budget carbone. On va suivre dans d'autres grandes villes à l'international, dont Oslo, Londres. Alors, ça démontre à quel point qu'on veut avoir un leadership sur cet enjeu-là, non seulement au Québec et au Canada, mais à travers l'Amérique du Nord. Et je pense que c'est un signal haut et fort auprès de notre population que c'est un enjeu d'envergure, un enjeu qu'on doit traiter sur une façon régulière. Alors, merci de votre appui. D'excellentes nouvelles pour tous les Montréalais et les Montréalaises. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Ce qui nous amène au deuxième point, au 65.02. Monsieur le chef de l'opposition. Merci. Je ne sais pas si on va être aussi rapide sur la deuxième. Alors, évidemment, on a eu la chance, en 2015, plusieurs d'entre nous, à adopter un programme d'évaluation des fournisseurs. Un programme qui a été une demande constante de la part du monde municipal auprès du gouvernement du Québec, afin de permettre aux villes de ne pas être menottées, de ne pas être limitées en vertu de la règle du plus bas soumissionnaire. Oui, c'est la règle de base, on en convient,
Mais on trouvait que très souvent, il y avait des cas, des situations où on n'en avait pas pour notre argent, qu'il n'y avait pas ce rapport qualité-prix, que très souvent, il y avait des occasions où il y avait un soumissionnaire qui offrait un prix à la baisse, qui était en dessous du marché, ou bien un montant sur lequel on pouvait compter une qualité, et par la suite, il essayait de se rattraper à travers des extras, ou tout simplement ne fournissait pas une performance de qualité. Donc, en 2015, le gouvernement du Québec, en 2014 plutôt, il avait changé la loi afin de permettre une évaluation des fournisseurs de façon systématique pour que, si jamais il y a un soumissionnaire, un adjudicateur qui ne donne pas un rendement satisfaisant, il va mettre sur cette liste à rendement insatisfaisante. Et par la suite, les instances, donc les arrondissements et ou la ville centrale ou l'agglomération pourraient rejeter la soumission si jamais le soumissionnaire était le plus bas soumissionnaire. Donc, depuis 2015, on a pu voir l'évolution de ce programme. Je dirais qu'il y a certaines avancées. Je sais qu'en discussion avec les services au fil des années, ils ont dit que c'était un levier important auprès des adjudicateurs pour pouvoir les encourager et même les forcer ou les rappeler l'importance de respecter les documents d'appel d'offres, leurs obligations. Et il y avait vraiment une mainmise sur cet enjeu-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir d'un point de vue quantifiable, nécessairement, mais ce sont vraiment les échos que nous avions. Évidemment, au fil des années, on a eu la chance de traiter des différents enjeux. On a eu, je dirais malheureusement, la nécessité d'inscrire certaines firmes sur la liste de rendement insatisfaisante parce que justement, ils n'avaient pas donné la prestation attendue. Au fil des années, on a pu également, et le programme voulait toujours, et la loi elle a été conçue comme cela, qu'on ne voulait pas nécessairement exclure de façon automatique le plus bas soumissionnaire qui était sur la liste de rendement satisfaisant parce qu'on voulait maintenir cette discrétion. Et on voulait s'assurer que les firmes, ou plutôt les instances, puissent prendre la décision et qu'il y avait peut-être des cas de figure d'exception où, dans certains cas, nonobstant que cet entrepreneur était sur la liste à rendement satisfaisante, qu'il y avait des raisons qui étaient pour justifier l'octroi du contrat à un tel entrepreneur. Donc il y avait évidemment une directive administrative qui a été créée où on devait justifier à cet égard-là. Elle a été modifiée en 2017, si je ne m'abuse, en début 2017, pour faire des ajustements. Et ce qu'on a pu, c'est qu'au début, il y avait effectivement cette pression, ce gouffre, je dirais, et puis l'effet d'être inscrit sur la liste avait un effet négatif sur l'entreprise, ça affectait sa réputation, et donc on a pu constater qu'il y avait vraiment une volonté d'éviter d'être inscrite et donc de donner une meilleure qualité. Mais ce qu'on a pu constater au fil des années, et je dirais notamment au cours de la dernière année et demie, c'est que nonobstant le fait qu'il y avait des firmes qui avaient un rendement satisfaisant, la règle est devenue, plutôt que de les exclure, d'octroyer des contrats nonobstant. Et donc c'est venu, je ne dirais pas par automatisme, mais quand même, c'était quand même assez surprenant. Et ça, c'est un message que je nous envoie à nous-mêmes. Nous devons nous assurer, si on veut justement avoir ce levier fort, de pouvoir faire en sorte qu'on ne devrait pas nécessairement hésiter à exclure des entreprises. Or, au cours de l'année dernière, en 2018, il y a eu, à travers la ville-centre et les différents arrondissements, une quinzaine de dossiers où les entrepreneurs qui étaient sur la liste se sont vus octroyer des contrats. C'est quand même assez surprenant à cet égard. Et très souvent, dans le sommaire décisionnel, il y avait un justificatif. Je vous soumettrai que le justificatif, très souvent, est assez mince. Il s'orientait sur une distinction des travaux à être émis, distinction de réalité avec peut-être d'autres arrondissements où d'autres travaux ont été fournis. Nous-mêmes, malheureusement, on a dû traiter de certains dossiers où il n'y avait pas vraiment de justificatif et on a dû le renvoyer au comité exécutif pour justement corriger cette situation-là. Alors pour nous, on pense qu'après 3 ans, ça nous donne un certain temps pour réévaluer
le programme, de revoir quelles sont différentes façons de bonifier ce programme, de faire en sorte qu'on a encore d'autres leviers et de nous assurer qu'on a effectivement une façon d'avoir encore plus de qualité pour ce qu'on paye. Donc notre proposition est assez simple. Elle est en fait de s'assurer que si jamais on veut octroyer un contrat à un fournisseur qui est sur la liste à rendement insatisfaisante, ben, on pourra le faire comme on a le droit de le faire présentement, mais on va exiger comme quoi il y aura par nécessité, par obligation, un surveillant à temps plein et qui sera indépendant, qui sera payé par le fournisseur, donc par le soumissionnaire. Nous savons qu'actuellement, nous avons des surveillants. Nous avons des surveillants sur des chantiers. Ça ne veut pas dire que ce sont des surveillants à temps plein. Ça ne veut pas dire non plus que ce sont des surveillants qui sont exclusivement à l'interne. On a certains surveillants qui sont à l'externe. Ça se justifie dans plusieurs cas. Et nous savons également qu'il y a énormément de travail. Donc, même les surveillants à l'interne, ils n'ont pas nécessairement un chantier pendant les saisons, ils ont 2 ou 3 chantiers. Ils doivent se départager la tâche. Mais nous pensons que dans un contexte où c'est clair que le soumissionnaire a effectivement déjà reçu une note de rendement satisfaisante, ben, on ne devrait pas lui donner une passe. On devrait avoir ce levier supplémentaire pour pouvoir faire en sorte que, oui, on sera plus à l'aise, encouragé à lui donner un contrat parce qu'on sait qu'il y aura effectivement un surveillant à temps plein. Nous pensons que c'est une solution gagnante-gagnante. C'est une façon de s'assurer de notre côté qu'on va avoir cette façon de surveiller de façon la qualité et la performance, et le rendement, la prestation des services ou bien des travaux. Et de cette façon-là, on va démontrer également une volonté de pouvoir assurer une certaine concurrence. Le deuxième volet, à cet égard-là, c'est quand même reconnaître que, effectivement, dans certains cas, nonobstant cela, il faut reconnaître qu'on n'a pas eu pour notre argent la première fois. Et donc, on devrait faire en sorte qu'il y a effectivement une façon de, je dirais, reconnaître cela et créer un incitatif pour avoir encore la meilleure qualité et de ne pas présumer que se voir octroyer un contrat à la Ville de Montréal est un droit, mais c'est plutôt toujours un privilège. C'est quelque chose qui a déjà été instauré à New York. Donc, on ne fait pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est déjà en place. On est en train d'imiter cette pratique-là. Nous pensons que c'est tout à fait justifié. Et je pense que lorsqu'on constate également l'impact que, suite à ce qui a été dévoilé dans l'article de ce matin, ça démontre la nécessité de faire plus. Ça démontre la nécessité d'avoir plus de leviers auprès de la Ville de Montréal, auprès des instances, pour justement faire avancer ce genre de programme. C'est quand même assez étonnant que ça prend 3 rendements insatisfaisants de la même firme. C'est quand même surprenant qu'on a pu se permettre et que la firme elle-même, elle n'a pas changé, réalisé sur cela. Évidemment, on s'est tous dit, plusieurs d'entre nous, je pense que lorsque j'ai des questions en coulisses, c'est le fait qu'ils sont sur la liste, ils savent qu'ils vont avoir peut-être une chance, 2 chances, mais pas 3. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Alors nous, on encourage fortement les élus dans cette salle d'appuyer cette motion. Je terminerai, on a 2 autres résolus. Le deuxième résolu, c'est de faire en sorte que tous les rendements, toutes les évaluations, des rendements qui sont donnés, qu'elles soient positives ou négatives, donc il y a un rendement satisfaisant ou insatisfaisant, soient disponibles et soient publics sur un registre. De la même façon qu'on a la liste, on devrait avoir. Présentement, il faut faire une demande d'accès à l'information. Pour nous, c'est un enjeu de transparence. C'est aussi un enjeu de pouvoir encourager des firmes qui ont des bons rendements. Ça va nous permettre d'avoir une panoplie. Et si jamais il y a une firme dans le futur qui aura eu un mauvais rendement, mais on pourra se retourner à d'autres évaluations et dire, cette fois-ci, elle a eu un mauvais rendement, mais dans 5 autres cas, elle a eu un bon rendement. Elle a reçu une bonne évaluation. Donc, ça peut tempérer. Ça va être une bibliothèque d'informations et de données. Donc, pour nous, c'est également un ajout. Et finalement, nous pensons qu'on devrait avoir un bilan par le service de l'approvisionnement qui est responsable de la gestion de ce programme sur une base annuelle qui soit déposée au conseil municipal pour qu'on puisse avoir toute l'information colligée, toutes les données sur cet enjeu-là, sur ce programme-là,
pour voir l'évolution et pour voir comment on peut le bonifier. Pour nous, ce sont des recommandations concrètes qui vont dans le sens de vouloir améliorer le programme, de bonifier la situation, et à la fin de la journée, ce sont les contribuables qui vont gagner. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Perez. M. Parenteau. Alors, merci. Merci, M. Perez, pour les explications et la présentation de cette motion. D'entrée de jeu, je dirais que sur le principe de fond, on ne peut pas être en désaccord. L'amélioration continue des processus, des procédés afin d'assurer comme gestionnaire fiduciaire de l'argent des citoyens et au niveau de dépenser l'argent des citoyens, il faut s'assurer des meilleures pratiques afin de s'assurer qu'on puisse offrir des contrats à des entreprises qui méritent d'exécuter ces contrats-là et qui lui en donnent en fait pour notre argent. Toutefois, la motion telle que présentée a certaines préoccupations. Parce que tout d'abord, on parle d'entreprise. Quand on parle d'entreprise, il faut savoir que quelqu'un peut être sur une liste grise pour l'exécution d'un contrat. Prendre une compagnie XYZ qui exécute un contrat et tombe sur la liste grise pour un pavage, mais pogne 2 ans après un contrat sur une infrastructure, un gainage d'une conduite. C'est 2 équipes, une division à l'intérieur de la compagnie, mais toujours la même entreprise. Alors, l'exécution, elle va être différente. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi, dans certains cas, ça on parle de gestion interne, évidemment, au niveau de l'entreprise, qu'une même compagnie, dans un même arrondissement, pour l'avoir vécu, 2 chantiers, même compagnie, mais 2 rendements pas nécessairement similaires. Alors, c'est certain que au niveau de la loi, il faut savoir que l'entreprise, quand elle tombe sur une zone grise, elle n'est pas non plus illégale pour l'ensemble de l'œuvre de l'entreprise. Aussi, je dirais qu'au niveau des points qu'il faut savoir, c'est que dans les attendus, pas les attendus, mais plutôt les propositions 2 et 3, quand on parle, c'est déjà par la loi de l'accès à l'information pour avoir l'information. La loi de l'accès à l'information, c'est un outil de transparence. Alors, vous demandez un outil de transparence, la loi d'accès à l'information, elle est là. Il ne faut surtout pas aussi, sans être contre en soi, dans l'ensemble, rajouter toujours des strates de couches pour de façon systématique. Il faut penser aussi à la capacité de livrer le travail sur l'ensemble des sujets, mais pas nécessairement systématiquement. Alors, s'il y a des préoccupations, vous avez toujours comme outil la loi d'accès à l'information pour demander l'information nécessaire. Mais le point le plus préoccupant, c'est surtout le résolu 1, qu'on exige un 5 qui n'est pas conforme à la loi. Alors, on a demandé, j'ai demandé au niveau du service juridique de la Ville de Montréal, et probablement, certainement, ce résolu ne passerait pas la barre des tribunaux. Alors, et vous savez, parce que dans la loi en tant que telle, il faut à la base partir qu'un appel d'offres n'a pas d'être insinué quelque chose sur un fournisseur tel quel. Alors, il faut que chacun des fournisseurs prétendus puisse avoir accès à la même information. Alors, on viendrait léser un fournisseur potentiel en le mettant. Alors, comme c'est dans la loi, tel qu'indiqué dans la loi, on ne peut pas l'appliquer juste sur ce point. Alors, je vais proposer aux gens plutôt de voter contre cette proposition qui, nonobstant, n'irait pas plus loin que ce soir dans son application réelle. Merci. Merci beaucoup, M. Parenteau. M. Perez. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, je suis déçu d'entendre les dires de M. Parenteau. D'abord, sur l'enjeu concernant la réduction de 5%, je constate que M. Parenteau n'a pas soulevé ou n'a pas adressé plutôt l'enjeu du surveillant à temps plein. J'apprécierais s'il y a une ouverture sur ce point-là. S'il veut scinder le vote également, que ce soit sur ces 2 points-là, moi je serai ouvert. S'il y a une volonté de la part de l'administration d'aller de l'avant à moitié, c'est toujours un atout, un avantage. Je suis tout à fait à l'écoute à cet égard-là. Alors, avant que je n'ai pas dit en droit de réplique, alors je serais intéressé à entendre M. Parenteau sur cet enjeu-là. Je pense que dans un contexte où on intègre les conditions
aux règles de notre programme, où ça fait partie des conditions d'appel d'offres. Il n'y a aucune firme qui est lésée, il n'y a aucune firme qui n'a pas toute l'information. Elle se base exactement sur la même prise de décision. Elle va savoir exactement sur quelle base elle va soumissionner. Et c'est seulement dans un cas où elle a mal performé dans le passé. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous, on va faire de façon arbitraire. On ne va pas le faire de façon discrétionnaire. Ça va faire partie des règles des documents d'appel d'offres de la Ville de Montréal. Ça fait partie de notre programme. De la même façon qu'ils se soumettent à ce programme d'évaluation, ils vont devoir se soumettre à ce même programme d'évaluation avec les modifications. J'ai aucunement parlé d'aller de façon rétroactive, mais seulement vers le futur. C'est quelque chose qu'on peut faire. Ça m'intéresserait, sur une base confidentielle évidemment, de voir l'avis juridique à cet égard-là. Je ne suis pas convaincu et je pense que tout à fait, la règle de base, c'est de ne pas traiter de façon, des soumissionnaires de façon différente, mais encore une fois, on va les traiter tous de la même façon. Ils sont tous éligibles à cet égard-là. La preuve, c'est qu'en vertu du programme, la loi, elle nous permet de différencier et d'exclure des plus bas soumissionnaires parce que, justement, ils n'ont pas un rendement satisfaisant. La loi elle-même, qui prévoit cela, elle nous permet de faire une différence. Mais c'est d'après un procédé qui est très clair, établi. Et nous, on vient s'arrimer à notre programme, à cette loi. Alors, avec le plus grand respect que j'ai pour le contentieux, avec qui j'ai pu travailler pendant plusieurs années, et puis, je sais que très souvent, on veut prendre une interprétation, disons, qui est conservatrice d'un point de vue juridique pour éviter des litiges éventuels, mais de la même façon que dans le passé, on a pu aller de l'avant et défendre cette loi et ce programme, on pourra le faire dans le futur. Alors, j'aimerais, si M. Parenteau le désire, entendre sur le premier volet qui est sur le surveillant à temps plein. Concernant les deuxième et troisième résolus, sur les enjeux de transparence et plus d'informations, je suis un peu surpris. Surpris des propos de M. Parenteau qui me dit on a loi à l'accès à l'information, c'est une forme de transparence, ça devrait suffire. Et je ne peux pas être en accord avec M. Parenteau sur cette conclusion sur laquelle il amène. Et je m'explique parce que, et je pense l'avoir expliqué, c'est que très souvent, nous le savons, c'est qu'à travers la diffusion de données et d'informations qu'on va pouvoir justement permettre un meilleur échange sur différents enjeux. Et nous savons par exemple que présentement, il y a 80... il me reste encore une minute. Il t'en reste 30 secondes. 30 secondes. Il y a 81 dossiers, évaluation, on les a obtenus en vertu de l'information. Je vous demanderai de revoir cet enjeu-là. S'il faut scinder le vote, on pourra le faire. Et puis, on aura la chance de prendre le vote au besoin. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Parenteau. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour revenir à votre question de scinder le vote, on n'ira pas dans cette optique de scinder le vote. Pour deux raisons. C'est que, premièrement, la loi d'accès à l'information, elle existe et c'est vraiment un outil de transparence. Elle a été mise en place pour ça. Maintenant, si on veut travailler à tout publier, de me redonner une charge de travail à tout publier sur l'ensemble des dossiers, parce que la majorité des dossiers sont positifs. Alors, je pense qu'il est important, et autant pour la publication des dossiers des compagnies à rendement satisfaisant, n'importe quel un journaliste, l'opposition, ou n'importe qui voudrait avoir accès a facilement accès à cette information-là. D'autre part, pour l'avis juridique, quoique j'ai beaucoup de respect pour votre talent d'avocat, je dois, moi, n'étant pas un avocat, quand même me fier à des avis juridiques d'une équipe que vous avez côtoyée, comme vous le dites, pendant plusieurs années. Alors, il me fera plaisir, si vous m'écrivez, de vous mettre en contact afin qu'ils puissent vous fournir les détails de l'information. La pertinence, comme quoi que ce dossier-là ne passerait pas à la barre des tribunaux. Alors, je demanderai simplement le vote sur cette motion et j'inviterai les gens à la rejeter. Merci, M. Parenteau. Donc, Mme Boivin-Roy. Oui, nous allons demander le vote enregistré, s'il vous plaît. Le vote enregistré est demandé. Parfait. On sonne les cloches, s'il vous plaît. On ouvre les portes.
arrête les cloches, on ferme les portes. Ferme les portes, s'il te plaît, oui. Merci. Monsieur Saint-Nom. Madame la mairesse. Monsieur Doré. Madame Popeanu. Monsieur Ouellet. Madame Goulet. Monsieur Caldwell. Madame Lavigne-Lalonde. Monsieur Baudry. Madame Filato. Monsieur Croteau. Monsieur Ferrandez. Madame Gosselin. Monsieur Parenteau. Monsieur Parizeau. Monsieur Limoges. Madame Moserolles. Monsieur Sauvé. Madame Miron. Madame Giguère. Madame Parent. Monsieur Norris. Monsieur Marinacci. Madame Vonanovic. Madame Tullier. Monsieur Lessard-Blais. Madame Montgomery. Monsieur Ryan. Madame Sigouin. Madame Watt. Monsieur Tomlinson. Madame Bourgeois. Monsieur Normand. Monsieur McQueen. Monsieur Arsenault. Madame Rouleau. Monsieur Posé. Monsieur Pérez. Madame Boisvin-Roy. Monsieur Mielé. Madame Black. Monsieur De Souza. Monsieur Sari. Madame Gianou. Monsieur Salem. Monsieur Bays. Madame Latenzio. Madame Deros. Monsieur Corville. Monsieur Langevin. Madame Rossi. Madame Descaries. Monsieur Perry. Madame Clément Talbot. Monsieur Gay. Monsieur Bissonnette. Madame Barbe. Monsieur Deschamps. Madame Zarac. Monsieur Miranda. Madame Hainaut. Madame Foumagali. Monsieur Rapana. Monsieur Rotran. Donc, pour 24, contre 36, la motion est battue. On ouvre les portes. La prochaine point, s'il te plaît, Monsieur le leader. On est rendu, oui? Yeah. Oui. Oui. On passe à les prochains points. Oh, c'est vrai, je m'excuse. Je m'excuse, vous avez raison. Donc, on passe à la prochaine point, qui est la motion numéro 6503. Et ça, c'est M. Rotran. Je m'excuse, je vous voyais pas à cause de l'écran, M. Rotran. Allez-y, M. Rotran. Merci, M. le Président. Quelques des arguments que je vais véhiculer dans les prochaines quelques minutes, quelques collègues vont probablement reconnaître ces arguments. Je les dit et redit pendant des années. Et surtout, les anciens membres de Vision Montréal vont reconnaître ces arguments parce qu'ils étaient répétés plusieurs fois dans ces conseils par Louise Harel, qui était chef de ce parti. Sans doute, M. Doré et surtout Mme Bourgeois vont se souvenir de le fait que Mme Harel, comme moi, a voulu assurer l'indépendance des commissions de conseil, assurer qu'ils jouent le rôle comme un contrepoids au comité exécutif. Effectivement, la séparation des pouvoirs des instances est un principe fondamental. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rassurer les membres des conseils que cette motion est vraiment limitée. La motion ne touche pas la question du cumul de fonctions qui est discutée dans plusieurs articles dans les médias cette semaine. Ne touche pas la disparité des salaires
entre les élus où il y a des membres de ce conseil qui gagnent presque 3 fois plus que les autres. Ça ne touche pas la gouvernance, c'est-à-dire la centralisation des pouvoirs au comité exécutif à la dépense du conseil municipal. Ça ne demande pas de rétablir la pratique parlementaire qu'effectivement l'opposition officielle doit avoir une vice-présidence à la commission de la présidence. Et pourquoi il n'a pas exigé ça jusqu'à maintenant, je ne comprends pas, mais ce n'est pas en partie de ces motions. Et ça ne touche pas la question est-ce que l'opposition doit avoir des présidences de conseil comme est la pratique ailleurs. C'est vraiment axé sur une ou deux questions très étroites pour assurer qu'il n'y a pas apparence de conflit d'intérêts dans l'étude du budget et dans la vérification de l'état financier de la ville par le comité de vérification. Toutes les autres choses que j'ai dites, on peut les discuter dans les mois qui viennent et je suggère aux membres du conseil, ça va être important de les revoir. Personnellement, je suis vraiment ouverte à un grand rôle de la commission de la présidence et un dialogue constructif et honnête entre les partis pour voir si les ajustements doivent le faire. Je préfère ça qu'effectivement d'avoir une bagarre sur le parquet de conseil municipal sur des questions des droits des différentes forces dans ces conseils. Pour moi, les commissions étaient toujours pas seulement une instance de consultation publique, mais aussi une checks and balances, comme on dit en anglais, une façon d'assurer que les différentes instances jouent leur plein rôle, une comme contrepoids à une autre. À Québec, Monsieur le Président, dans l'Assemblée nationale, il n'y a pas un ministre qui siège aux commissions du Parlement. Savez-vous pourquoi? Parce qu'au Parlement, le rôle des commissions est de regarder la législation qui est proposée et suggérer des amendements, de travailler en collégialité, écouter les citoyens et de revenir parfois avec des rapports qui ne peuvent pas plaire le ministre qui a mis une prochaine loi devant l'Assemblée nationale. C'est important d'avoir ce contrepoids à le pouvoir des ministres. Savez-vous, Monsieur le Président, qu'à Ottawa, dans le Parlement du Canada, M. Trudeau et ses ministres ne siègent pas aux commissions de le Parlement canadien, pour exactement la même raison. Et si on va à Queen's Park, à Toronto, c'est encore exactement la même chose. À Washington, ni M. Trump, ni les membres du cabinet américain siègent aux commissions qui est dans le Sénat et dans la Chambre des représentants au Washington, pour que c'est les élus ordinaires qui aient la possibilité d'effectivement de faire une étude de la législation sans avoir le pouvoir de le cabinet dans cette étude. Savez-vous, Monsieur le Président, c'est un principe parlementaire fondamental. Quand vous avez une assemblée délibérante, vous assurez que chaque joue le rôle légal qui est attribué par soit les chartes ou les lois, et chaque est séparé. In the American system, it's pretty clear. There's an executive, a legislature, and a judiciary. And they're all separate, and they all play a role. And the Canadian system happens as well. In our parliaments, the ordinary members of parliament play their role largely in the commissions. And the credibility of the commissions is largely the fact that they are independent from the ministerial body that is the one that proposes the legislation to the Parliament. The whole idea of responsible government resides on the separation of powers. Monsieur le Président, à Toronto, une ville que je pense a un conseil municipal qui est actif, et j'ai beaucoup d'admiration pour mes pairs, mes collègues à Toronto, il n'y a pas même des élus sur les comités des conseils. Savez-vous ça? C'est les citoyens. C'est un autre sujet pour nous à regarder une autre fois, si on doit intégrer les citoyens dans les commissions. Et à Vancouver,
il n'y a pas de membres du comité exécutif sur le comité de conseil parce qu'il n'y a pas un comité exécutif à Vancouver. Avoir dit tout ça, ce que la proposition devant nous autres dit est le suivant, qu'on donne un an à l'administration pour faire des changements à 2 règlements pour assurer, dans la question de l'étude du budget de la ville et la vérification des états financiers, que minimalement, là, c'est les élus ordinaires qui doivent siéger dans ces commissions. Je pense que les gens savent que dans le passé, quand il y a la possibilité d'un membre du comité exécutif nommer une commission, j'ai dit que je vois un conflit clair, et ce conflit est une personne qui dresse un budget ou un règlement ou une politique peut siéger dans une instance de consultation. Cette personne fait la promotion de ce qui est devant le public pour consultation. Ça peut être en rencontre des autres membres de la commission. Et effectivement, quand le temps vient pour faire les recommandations, le membre du comité exécutif est tenu par solidarité ministérielle de défendre ce que son administration a proposé, même si tous les autres membres de la commission font des autres recommandations. Et puis, qu'est-ce qui arrive après le dépôt d'un rapport d'une commission? Ça revient au comité exécutif qui a jusqu'à 3 mois pour répondre à ces rapports. Donc, la personne qui a siégé comme un représentant du comité exécutif sur la commission qui ne peut pas en accord avec le rapport, siège au comité exécutif pour répondre à la commission, jouant en même temps le rôle de juge et partie. Donc, M. le Président, vous pouvez comprendre, ce n'est pas la meilleure façon de le faire, ce n'est pas une meilleure pratique du tout. C'est pourquoi je propose cette motion aujourd'hui. Et cette motion va mandater la commission de la présidence de faire cette étude. Je pense qu'effectivement, on peut améliorer notre fonctionnement par adoptant ce règlement. Merci, M. le Président. Je reviens après les autres intervenants. Merci beaucoup, M. Bertrand. Juste avant, M. De Souza, je demanderais si ce serait possible pour nos techniciens de juste faire tasser l'écran qui est ici pour que je puisse voir le conseiller pendant son intervention, s'il te plaît. Je ne vous vois quasiment pas. C'est possible. I have to lean forward, and it's not good for my back. I have enough weight on my back today. M. De Souza, s'il te plaît. Merci, M. le Président. M. le Président, si je mets mon nom à cette résolution, c'est toujours avec un objectif d'améliorer le fonctionnement de notre Conseil et les divers organes qui relèvent à ce Conseil. Je ne veux pas que ce soit perçu comme étant quelque chose qui vise 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 9 membres de l'exécutif. Ce n'est pas ça l'objectif. Je pense que tout le monde qui siège sur le comité exécutif travaille en bonne foi. Ils ont des bonnes intentions et réalisent leur travail dans la meilleure des circonstances. Ils donnent beaucoup de leur temps et leur énergie et que dans ce contexte, je ne vais pas même questionner leur intention de ça. Et je limite mes commentaires juste uniquement aux membres de l'exécutif, pas nécessairement au conseil associé, parce que les membres de l'exécutif sont des gens qui sont des personnes qui ont une vote sur ça. L'objectif était juste de voir par quelle moyenne, quand nous en avons des décisions de l'exécutif qui sont examinées par d'autres instances du Conseil, que ça pourrait être fait, espérons, dans le meilleur des circonstances. Moi-même, en tant que je siégeais sur l'exécutif, et puis quand ils m'ont placé sur le comité de vérification, à ce moment-là, après avoir pris connaissance de la mandat, de ce qu'il m'a accordé, etc., moi-même, j'ai choisi de quitter le comité de vérification
parce qu'à l'époque, je trouvais que ça ne faisait pas du sens qu'un membre de l'exécutif siège là-bas. Et ça, j'ai fait sur une base volontaire il y a un certain temps. Mais au fil des ans, nous avons eu des pratiques différentes où des gens qui, en bonne foi, étaient nommés pour siéger, qui étaient membres de l'exécutif, étaient nommés pour siéger sur telle commission ou autre. Et puis, j'ai eu l'occasion de juste observer comment ça fonctionne avec l'objectif de voir est-ce que ça influence la discussion, est-ce qu'il y a une influence sur le débat qui se réalise à l'intérieur de la commission, soit en public, soit en privé. Vous savez, Monsieur le Président, comme mon collègue Rotran a dit, qu'il y a une division de pouvoir et des checks and balances dans le système. Le comité exécutif, par sa formation, adhère à la notion de solidarité. Ils sont souvent nommés par les gens qui sont d'une partie ou qui sont des indépendants, des gens qui ont même quitté leur formation pour être capables d'adhérer à une solidarité de l'exécutif et ne pas compromettre la prise de décisions qui sont prises dedans. Les commissions, au contraire, sont des gens qui sont mandatés souvent par le conseil municipal pour faire des consultations publiques. La composition sont des gens de tous les partis confondus. On l'a vu, ça consiste des membres de Projet Montréal, des Ensemble Montréal, les villes reconstituées, même des indépendants siègent à des diverses commissions. Et eux, ils ne sont pas nécessairement tenus par la même notion de solidarité que vous avez à l'exécutif. On a vu des consensus unanimes, on a eu des rapports majoritaires, les rapports minoritaires et autres. La commission consulte le public. L'exécutif ne peut pas, par leur fonctionnement, exercer cette même fonction dans leur événement ou dans leur prise de décision. Et je pense que quand vous avez des gens, un membre de l'exécutif qui siège sur une commission, on peut voir que dans la perception de la population, dans la perception des autres membres de la commission, il y a un autre enjeu qui est là, qui n'était pas là si tout le monde n'était pas membre de l'exécutif. On a eu l'occasion, ça c'est la réalité, on peut nier ça ou non, mais je pense qu'en siégeant à la commission de finances, c'est clair que c'est paru cette année que la présentation, quand un membre de l'exécutif fait le choix de faire participer dans la présentation à la commission et par la suite siéger à la commission, le back and forth fait du sort qu'il y a plus de trafic entre les deux qu'on peut imaginer, et en conséquence, ça a un effet sur comment les services en question présentent leur projet aux membres de la commission. On a aussi, quand le budget est déposé, le budget aussi, c'est de la recommandation de le comité exécutif et le conseil, sur recommandation de l'exécutif, mandate la commission de finances de faire une analyse, faire une consultation, proposer des recommandations qui vont être soumises au Conseil et ultimement à l'exécutif. Donc, dans ce sens, on voit très clairement que vous avez la possibilité réelle ou la perception quelqu'un qui siège là-bas pourrait être perçu en conflit d'intérêts. Je ne parle pas de conflit d'intérêts dans le contexte qu'il y a un intérêt pécuniaire. Non, je parle que quand vous êtes en train de travailler à deux organes différents qui pourraient avoir des divergences d'opinion et pour lesquelles ça rend la situation plus confortable. Ça s'applique sur plusieurs dossiers. Ça peut appliquer sur le budget. Ça peut appliquer pour les états financiers. Ça peut être appliqué pour le rapport de vérificateur général. Ça pourrait être appliqué pour le rapport d'inspecteur général. Ça peut appliquer sur autres politiques qui sont soumises à une commission pour faire la consultation, comme il est la norme pour nous de le faire. Et dans ce contexte, Monsieur le Président, je pense que c'est la perception qui compte. C'est les faits qui comptent. Et je pense qu'en politique, on va être crédible et on veut
au moins s'assurer que comment le fonctionnement du Conseil fait du sort que notre perception, les prises par nos organes du Conseil sont perçues comme étant indépendants. Vous pouvez bien imaginer que le même concept applique à la comité de vérification ou encore le comité de vérification dans son charte même dise qu'il donne un avis au comité exécutif. Je vous invite à lire ça. Ça fait partie de leur mandat. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire une recommandation à vous-même? Ça ne fait pas de sens. Et l'objectif est de voir comment on peut, soit par la commission de présidence ou par ce conseil peut donner, qu'on peut faire une réflexion, pas uniquement sur la commission de finances, mes expériences étaient aux commissions de finances, mais de voir ça dans une façon plus large, Monsieur le Président, façon plus large de quel est l'impact aussi sur les autres commissions du Conseil. Vous pouvez bien imaginer, Madame la Présidente, en fait, en mode de transition, que dans le dernier mandat, quand M. Desrochers était responsable de budget, comment ça aurait dû être percé si M. Desrochers siégeait sur la commission de finances? Okay? C'est lui qui a préparé le budget, c'est lui qui avait déposé ça, et puis c'est lui ou un membre de son exécutif propre pourrait être siégé là-bas. Et je pense que dans ce contexte, on questionne comment on peut, dans cette administration, sans nécessairement identifier là où les personnes, mais juste pour dire qu'en principe, c'est le même phénomène. Cette résolution est faite dans un esprit constructif pour que, si le Conseil accepte, ça pourrait être non seulement considéré et mis en application dans un délai raisonnable, ça pourrait aussi être faire une analyse par la commission du président et la présidente elle-même qui est responsable pour cette institution. Ultimement, on souhaite que cette résolution pourrait être adoptée unanimement par tous les membres du Conseil. Mais en même temps, je veux juste, dans le cas que le Conseil décide de ne pas suivre cette recommandation, de ne pas suivre cette résolution, le risque pourrait toujours que dans la future, quand nos commissions siègent, vous allez toujours avoir cette perception et je pense qu'on devrait enlever cette lampe de doute, cette perception sur les recommandations du commission pour que les recommandations pourraient être évaluées dans toute transparence. La mairesse, vous avez participé, Madame la mairesse, à la Big City Mayor's Conference. Et je pense que si vous faites la validation dans les autres villes à travers du pays, à travers du pays, des villes qui fonctionnent avec un même système, peut-être, un système très similaire à l'autre, vous allez trouver que c'est ça le cas. Il y a une division entre les membres de l'exécutif et la commission du Conseil. Et j'espère qu'avec cette optique constructive, que l'administration va recevoir ça et va donner son accord. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. De Souza. Monsieur le leader de la majorité. Madame la Présidente, par où commencer? Il s'est dit tellement de choses et il y a beaucoup de confusion dans ce qu'on a entendu dans la présentation du collègue Rotran sur les systèmes politiques comparés. Je veux dire, il faut faire de la recherche avant de comparer des systèmes. Ce n'est pas si simple que ça. On va commencer par le texte, parce que c'est ça qui parle de lui-même, le texte de la motion lui-même. Et qu'est-ce qu'on voit quand on lit le texte de la motion elle-même, puis qu'on compare avec l'expérience passée des dernières années dans cette salle, c'est que c'est une mauvaise motion, une mauvaise motion de mauvaise foi. Hein? Pourquoi de mauvaise foi? Pourquoi astreinte la mauvaise foi? Là, il y a 4 raisons. Et la première, c'est parce que, premièrement, c'est une motion qui nie la loi. Hein, ce que la loi des cités et villes dit, puis il faut faire un peu de recherche avant de commencer à faire à dire ce que devrait être une bonne politique. La loi des cités et villes, au chapitre 70, dit que le maire ou la mairesse est d'office. Oui, monsieur chef de l'opposition, en fait, monsieur le leader, la mauvaise foi n'est pas un propos parlementaire ici. D'accord, mais alors je veux dire que c'est une motion qui laisse à désirer. Je veux le dire ainsi dans sa finalité. Alors, la loi des cités et villes, à l'article 70, précise que le maire ou la mairesse de la ville est d'emblée membre de toute commission municipale, avec droit de vote. Alors, si la loi prescrit
que le maire ou la mairesse, qui est la seule personne avec le véritable pouvoir exécutif, peut siéger sur toutes les commissions, c'est que la loi elle-même, le législateur, n'y voit pas de conflit d'intérêts. N'y voit même aucun problème puisqu'elle le prescrit. C'est une pratique qui n'est pas établie à Montréal. On a abandonné la pratique, mais demain matin, la mairesse Plante pourra aller s'asseoir dans chacune de vos commissions avec droit de vote. D'accord? Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui fait que c'est une motion qui laisse à désirer, c'est parce qu'elle tire l'élastique sur la notion de conflit d'intérêts. Elle s'intitule « Pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts ». Madame la Présidente, un conflit d'intérêts pour un élu, c'est quand il favorise un proche ou un tiers par ses actions de législateur. Alors, quelqu'un qui reçoit un cadeau d'un entrepreneur se place en conflit d'intérêts. Quelqu'un qui fait une faveur à un promoteur se place en conflit d'intérêts. Un collègue qui va s'asseoir pour discuter de législature avec des collègues, en l'absence d'un cadre partisan, ce qui est une commission du Conseil, ce n'est pas du tout un conflit d'intérêts. Puis étirer la définition jusque-là, c'est un peu malaisant de la part de collègues de penser que des gens qui donnent de leur temps pour un salaire supplémentaire de 6 000 $ par année, ou à peu près, ça pourrait les placer en position de conflit d'intérêts. Je trouve que ça envoie un bien mauvais message sur la façon dont on veut travailler sur les commissions, dont le but dans le Conseil est de travailler hors des lignes partisanes. Et pour ça, ça prend des gens d'un peu tous les horizons. Troisièmement, c'est une motion un peu étrange parce qu'elle personnalise le débat et qu'elle cible une membre du Conseil. Je veux bien que le proposeur ni l'appuyeur n'ont nommé personne dans leur intervention, mais la motion elle-même, quand elle dit dans son 8e attendu, là, je vais vous le lire, que puisqu'un membre du comité exécutif a dû quitter son siège à la CFA pour présenter les prévisions budgétaires des services, on sait de qui vous parlez, là. Vous nommez quelqu'un. Ça, je m'excuse, mais une motion qui est en fait précisément, pratiquement une motion de blâme déguisée parce qu'elle permet de reconnaître un individu, ce n'est pas le genre de politique qu'on souhaite faire ici. Premièrement, c'est une attaque ad hominem, puis deuxièmement, on ne fait pas une motion en accusant une personne, puis deuxièmement, on ne fait pas une motion en se basant sur une anecdote. Ça, c'est ce que votre motion fait ici. Et la quatrième chose, c'est que c'est une motion qui est, je n'utiliserai pas le mot qui me vient en tête, mais que je trouve qui fait fi d'un certain passé, puis où on arrondit un peu les angles. Là, on dit « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Parce que c'est drôle quand on regarde certains documents. Là, j'ai un document qui accompagne le budget 2008 de la Ville de Montréal. Puis là, on va aller à la page 14, puis là, on voit les membres du comité exécutif. Puis là, on a M. De Souza, on a M. Samy Forcillo, puis ensuite, on voit qui est président de la Commission sur les finances et de l'administration. Le président, c'est Alain de Souza. Madame Sanson, dernier mandat, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la sécurité publique, présidente de la Commission de la sécurité publique. Donc, selon exactement ce que vous disiez, elle se conseillait elle-même. Mais non. Puis, quand vous dites ensuite, la personne est juge et partie, quand vient le temps de donner la réponse à l'exécutif, de quoi on parle? Au contraire, elle va pouvoir expliquer à ses collègues le processus qui a mené aux conclusions. Moi, je vois ça comme un atout. Je ne vois pas ça comme un conflit d'intérêts potentiel. Je ne sais pas de quoi on parle. On n'est pas ni à Québec, ni à Ottawa, où les commissions étudient, les commissions législatives étudient les projets de loi issus de l'exécutif. Ici, les commissions, où pourrait siéger la mairesse en tout temps avec droit de vote de par la loi, sont des lieux pour travailler hors des lignes partisanes de cette Assemblée puis pouvoir avancer des dossiers avec des mandats d'initiative que les commissions se donnent d'elles-mêmes. Alors ça, ce n'est pas le même contexte qu'Ottawa et Québec. Puis j'entendais M. Rotran qui parlait de check and balance. Check and balance, c'est le système américain tel qu'il est dessiné pour que le judiciaire, l'exécutif et le législatif s'équilibrent. Ça n'a rien à voir avec la gestion législative municipale au Québec. Il faut faire attention avec les exemples qu'on utilise. Tu sais, quand on dit il n'y a pas de membres du comité exécutif à Toronto sur les commissions permanentes parce qu'il n'y a pas de comité exécutif. Ben non. Il y a des endroits où il n'y a pas d'arrondissement non plus, puis on ne veut pas nécessairement abolir les arrondissements parce qu'il y a des endroits où il n'y en a pas là. Je veux dire, les villes se distinguent. La nôtre a évolué comme ça. Puis depuis des années, les membres du comité exécutif apportent leur bienveillance, leur savoir, leur sagesse et leurs expériences à leurs collègues au sein de commissions où ils peuvent faire avancer des dossiers, recommander des choses, puis ensuite, quand ils sont assis à la table du comité exécutif, peuvent en expliquer le contexte à leurs collègues, et c'est très bien. Voir le contraire,
C'est assez surprenant et pour toutes ces raisons, Madame la Présidente, nous allons rejeter avec fermeté cette motion. Merci beaucoup, Monsieur le leader. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Il y a beaucoup qui a été dit par Monsieur Limoges. Je vais essayer d'adresser certaines. Je pense que Monsieur Rotran, sur sa motion, pourra éventuellement prendre le droit de réplique s'il le désire. À aucun moment est-ce que la motion suggère qu'il y a quelque chose d'illégal qui a été fait. Personne n'a suggéré le fait qu'il y a des éléments de la loi Écité-Ville qui n'ont pas été respectés. Vous soulevez des enjeux comme quoi la mairesse d'Emblay pourrait siéger techniquement. Oui, c'est vrai, c'est en vertu de la loi Cité-Ville. Si vous voulez qu'on commence à énumérer plusieurs choses incohérentes à l'intérieur même de la loi Cité-Ville, on pourrait le faire. Ce n'est pas parce que quelque chose est permis que ça se fait, que ça ne se fait pas. Le fait que ça ne se fait pas, ça serait intéressant de comprendre pourquoi. Deuxièmement, vous avez soulevé comme quoi les commissions, vous-même vous l'avez reconnu, on veut éviter la partisanerie. Je pense que c'est un principe fondamental de notre démocratie montréalaise. Je pense que c'est sur lequel on est tous d'accord. Et justement, pour éviter cette partisanerie, je pense que l'objectif est tout à fait louable. On veut éviter des enjeux où il pourrait y avoir des apparences de conflits d'intérêts ou de partisanerie extrême. C'est ça l'objectif, Monsieur Limoges. C'est à aucun moment de dénigrer ou de suggérer ou de faire un procès d'intention, loin de là, à cet égard, de la part de qui que ce soit. Il est vrai que l'attendu fait référence à une circonstance qui est arrivée lors du dernier budget, lors de l'étude du dernier budget, parce que c'est justement un élément factuel que, moi, à ma connaissance, n'est jamais arrivé depuis que je suis élu, où il y avait un commissaire ou une commissaire qui a pris la place de décoter des bancs pendant l'étude. Cette même personne-là, elle est là, pendant les délibérations, en train d'encourager et de discuter avec ses co-commissaires sur cet enjeu-là. À moins que je m'excuse, et Mme la Surveillance s'est retirée, je ne sais pas. Elle pourra me corriger si c'est le cas. Mais je pense que Monsieur Tout-le-Monde, lorsqu'on leur explique... Interpellé. On ne veut pas personnaliser, mais c'est exactement ce qu'on fait. Donc, je vous remercie vraiment d'essayer de vous mettre au-dessus de la mêlée. Est-ce que c'est un point de privilège? Oui, je tiens à mentionner, par exemple, je voudrais juste mentionner que si vous aviez lu les recommandations de la Commission des finances, vous auriez vu que dans les recommandations, il y a des recommandations qui concernent les services que je représente. Expliquez-moi en quoi vous n'étiez pas là pendant les délibérations, vous n'étiez pas là pendant la Commission des finances. Comment vous pouvez insinuer que cela pose problème, alors que dans les recommandations, il y a des recommandations qui disent « Espace pour la vie devrait faire tel truc », alors que je représente ce service. Il n'y a aucun conflit d'intérêt, il n'y a aucun enjeu. Vous êtes vraiment en train de personnaliser un débat qui, à mon sens, n'a pas du tout sa place ici. Les éléments ont été mentionnés, sont très, très clairs, et je pense qu'il n'est pas... on manque un peu de décorum et de noblesse en venant en salle du Conseil personnaliser un débat à une personne. Merci, Mme Lavigne-Lalonde. Mme Boisverrois. Alors, quelle était la question privilège, Mme la Présidente? Vous me posez la question à moi? Bien, il me semble que c'était très clair. C'est parce que ce n'était pas une question privilège, c'était un commentaire privilège. Bien, moi, j'ai compris qu'il y avait une question de privilège parce qu'elle avait été citée et qu'on insinuait certains conflits d'intérêts ou qu'on insinuait certains... Madame la Présidente, en débat restreint sur la question de privilège. Je vais juste... merci, messieurs. Je vais vous inviter juste à reprendre votre siège, Monsieur le leader. Je comprends que le débat actuellement, il faut avoir davantage d'exemples et éviter d'insinuer la personne en question. Et puis, si possible, de mentionner peut-être d'autres exemples qui pourraient soutenir votre point. Et sur ça, je vous invite à continuer le débat. Madame la Présidente, j'aimerais une clarification de règlement. Je fais référence à la motion, je fais référence à des faits. Je fais référence à des faits. Et je soulève la possibilité que certains individus du public
la façon qu'il pourrait interpréter cela. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai aucunement voulu, ni à aucun moment, est-ce que j'ai souligné un manque de professionnalisme ou de volonté de la part de Mme Lawrence Lavignon, mais devant la recommandation et le résolu, qui, je présume, est recevable, comme ça n'a pas été contesté, je pense que dans un contexte, je fais très attention, où je soulève l'enjeu de fait. Ce n'est pas une attaque à la personne, c'est un exemple sur lequel on est en train de débattre. Est-ce que c'est le genre de choses qu'on voudrait avoir, Madame la Présidente? Alors, avec le plus grand respect, je vous demandais de clarifier cet aspect-là. Oui, on peut traiter peut-être d'autres exemples, mais il y a un exemple qui est là, qui est évident. Je pense que je l'ai fait avec beaucoup de respect. Je n'ai aucunement attaqué la personne. Alors, je vous demanderai de clarifier cet enjeu-là pour que je puisse continuer mon intervention. Bon, donnez-moi quelques instants, je vais parler avec M. le greffier. Je vous reviens. Merci, Monsieur le greffier. Alors, je vais reconnaître le point de privilège qui a été mentionné parce qu'en effet, il s'agit d'un cas où on soulève une image de conflit d'intérêts où il faut faire attention lorsqu'on utilise ces termes-là. Et même d'ailleurs, il faut le mentionner, dans votre propre motion, on fait cette référence-là au 8e attendu, où c'est d'ailleurs très clair qu'on cible une certaine personne dans cet attendu-là. Et donc, il faut faire attention lorsqu'on utilise des exemples, surtout lorsqu'on parle de conflit d'intérêts ou d'image ou d'apparence de conflit d'intérêts. Et donc, je vais reconnaître le point de Mme Lavigne-Lalonde et donc d'éviter d'utiliser des personnalisations dans vos exemples et de continuer, mais avec d'autres exemples, pour soutenir votre point. Clarification, Madame la Présidente. Je pense que je vais revenir au point antérieur sur lequel j'ai soulevé, avec lequel j'ai commencé. À aucun moment est-ce que la motion de ma lecture soulève un enjeu qui parle d'une violation juridique, légale ou de notre code de déontologie. C'est une question d'apparence qu'on veut tous éviter. C'est une préoccupation qu'on veut avoir. Concernant l'exemple qui a été soulevé par M. Limoges concernant la Commission de sécurité publique, je l'inviterai à revoir la charte de la Ville de Montréal parce qu'il y a effectivement une exception à cet égard-là. Il y a même un mandat à cet égard-là pour permettre quelqu'un du comité exécutif pour la présider. Donc pour nous, c'est vraiment un enjeu. Et l'autre exemple qu'il a soulevé dans le passé, moi je pense que ce n'est pas parce que quelque chose qui a été fait dans le passé qu'on devrait automatiquement le continuer. C'est quelque chose sur lequel on débat et sur lequel on veut faire évoluer et on veut faire avancer ces enjeux. C'est pour ça qu'une partie de résolu, de ma lecture, de ma motion, pas de ma motion, mais de la motion, souligne une volonté que ça soit étudié à la commission de présidence. Alors, nous, dans un contexte où on veut faire avancer ces enjeux-là, nous pensons que c'est tout à fait
légitime que ce soit étudié et on encourage à ce qu'il y ait un appui pour ces résolus. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur Rotran. S'il n'y a pas des autres personnes, je vais donner les répliques. Allez-y. Premièrement, Madame la Présidente, je dois dire que je suis fondamentalement pas d'accord avec l'interprétation du collègue Limoges. Le système de checks et balances est fondamentalement canadien. Au niveau fédéral, le Sénat, à une côté, contrebalance la Chambre, les commissions de Parlement contrebalancent le cabinet. C'est le fondamental. Et là-bas, comme en toutes les autres instances parlementaires au Canada, les instances sont séparées et indépendantes et il n'y a pas des ministres qui siègent dans les instances qui doivent scruter le cabinet et le ministériel. Madame la Présidente, j'ai invoqué le nom de Louise Harel parce qu'elle a fait exactement la même intervention que j'ai faite, surtout concernant la possibilité de certains membres du comité exécutif à l'époque aux commissions de finances, appuyés par quelques de ces élus qui siègent actuellement dans ce conseil et possiblement va avoir changé d'avis depuis le temps qu'il est en opposition. Mais si ma mémoire est bonne, M. Limoges était assez fort aussi dans ses interventions comme leader de leader pour l'opposition dans le dernier mandat, où il a vraiment essayé de garder l'indépendance des commissions, élargi le droit de regard du conseil municipal. Si je me souviens, M. Limoges a intervenu 2, 3, 4 fois pendant le mandat et faire signe que je me trompe. C'est mon mémoire. It's what I remember that he actually said. He says he didn't say it. All right, fine. Let's leave that aside. Mais, Madame la Présidente, le principe reste important. Et ce principe est que les instances doivent avoir leur propre rôle à jouer et les membres d'une instance ne doivent pas être à l'autre. J'aimerais aller à l'argument de le maire ou mairesse qui peut siéger à des commissions. C'est dans la loi, c'est dit effectivement. Mais le législateur, s'il a voulu aller plus loin dans les villes qui ont un comité exécutif au Québec, c'est pas seulement Montréal, c'est Québec, c'est Gatineau, c'est Sherbrooke, c'est Saguenay, aurait mis dans la loi qui s'applique aux membres du comité exécutif aussi. Je dois dire, avec les recherches que j'ai faites, je n'ai pas trouvé une fois à Montréal qu'une maire ou mairesse a décidé de siéger avec droit de vote à une commission, même que c'est dans la loi. Mais effectivement, l'inverse arrive maintenant souvent dans ce mandat. Il y a des membres du comité exécutif qui siègent sur le comité comme membres en plein droit avec le droit de voter. Donc, la question devient ne pas de solutionner un problème qui n'existe pas, des maires qui siègent au niveau des commissions, mais de regarder comment est-ce que le public va voir la possibilité d'une personne qui siège au comité exécutif, qui pourrait à la source d'un règlement, une politique, ou être là pour défendre le point de vue mis d'avance par l'administration. Est-ce que cette personne va faire un argument contre la ligne du parti? Le public peut voir ça comme une perte d'autonomie et perte d'indépendance par une commission. Et c'est exactement ce que cette motion étroite vise. J'ai trouvé ça intéressant que la première réaction du collègue Limoges est de penser qu'effectivement, ça vise un individuel. Et c'est une des raisons pour lesquelles la motion doit être adoptée, parce que c'est la tendance de, effectivement, la partisanerie quand il y a une motion qui touche seulement la fonction des instants. I don't know if I said that properly in French, so I'm going to say it again in English. The fact that Mr. Limoges, I did say it okay in French? All right, okay. Madame la Présidente, j'invite le Conseil de voter en faveur de cette motion et appuyé par M. De Sousa, je demande un vote enregistré. Merci beaucoup, M. Rotran. Alors, il y a une demande de vote. On va faire sonner les cloches et ouvrir les portes, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Alors, nous allons fermer les portes, éteindre les cloches et nous allons procéder au vote. Je vous demanderai de garder le silence pendant toute la durée du vote. Alors, Monsieur le greffier. Madame la mairesse, Monsieur Doré, Madame Popéanou, Monsieur Ouellet, Madame Goulet, Monsieur Caldwell, Madame Lavigne-Lalonde, Monsieur Baudry, Madame Filato, Monsieur Croteau, Monsieur Ferrandez, Madame Gosselin, Monsieur Parenteau, Monsieur Parizeau, Monsieur Limoges, Madame Moserolles, Monsieur Sauvé, Madame Miron, Madame Giguère, Madame Parent, Monsieur Norris, Monsieur Marinacci, Madame Vodanovic, Madame Tuillier, Monsieur Lessard-Blais, Madame Montgomery, Monsieur Ryan, Madame Sigouin, Madame Watt, Monsieur Tomlinson, Madame Bourgeois, Monsieur Normand, Monsieur Downey, Monsieur McQueen, Monsieur Arsenault, Madame Rouleau, Monsieur Posé, Monsieur Pérez, Madame Boivin-Roy, Monsieur Miellé, Madame Black, Monsieur De Souza, Monsieur Sari, Madame Gianou, Monsieur Salem, Monsieur Bayes, Madame Latenzio, Madame De Ross, Monsieur Corville, Monsieur Langevin, Madame Rossi, Madame Descaries, Monsieur Perry, Madame Clément Talbot, Monsieur Gay, Monsieur Bissonnette, Madame Barbe, Monsieur Deschamps, Monsieur Miranda, Madame Hainaut, Madame Fumagalli, Monsieur Rapana, Monsieur Ratran, Alors, pour 23 contre 37, la motion est battue. On va ouvrir les portes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, ceci nous amène à la dernière motion. Monsieur Ratran. Madame la Présidente, on reprend où on était il y a un mois. Quand M. Limoges se lève en conseil pour demander de rapporter ma motion qui est devant le conseil jusqu'à janvier. Et j'ai accepté parce que j'ai pensé que M. Limoges probablement partage mon étonnement des arguments qu'il a mis de l'avance pour être contre cet argument. Ce que je cherche, je pense tout le monde veut. Des réunions publiques d'une instance à la STM qui donne une voix aux usagers et qui, depuis sa création en 2002, a toujours fait des réunions publiques. J'ai constaté qu'il n'y a pas de réunions publiques en 2018, donc j'ai mis de l'avance la motion. J'ai été bouleversé, vraiment bouleversé, c'est le seul mot que je peux utiliser, quand M. Sauvé a dit en conseil que je gaspille le temps de membres de conseil parce qu'il y a inscription d'une phrase sur le Facebook de STM après que j'ai déposé la motion disant que ce comité va faire des réunions en 2019. Bravo, c'est maintenant la fin de janvier, on parle de moindre information additionnelle. If I was someone who was suspicious, I would think it was a cynical ploy to try to knock out the motion rather than to really work with the users. Madame Présidente, I'm looking only for a reasonable proposal. Je pense important pour le Conseil d'entériner l'idée d'avoir des réunions publiques. That's all I am seeking. Je ne dis pas quoi il doit étudier ou où il doit l'étudier. Je suis ouverte à n'importe quel amendement. J'ai parlé à mon appuyeur qui aussi a eu la même réaction que moi le mois dernier. Madame la Présidente, d'habitude, le transport en commun,
C'est une façon de rassembler les différents points de vue en conseil. On peut avoir des différentes visions dans beaucoup de dossiers, mais d'habitude, tout le monde est en faveur du transport en commun. On aurait peut-être ses priorités ou ça, mais quand ça vient de donner une voix aux usagers, il ne peut pas être un membre de conseil qui peut être comme ça. I can't imagine that one of us wants to freeze out the riders. La comité de service à la clientèle, dans le passé, est la source de beaucoup des politiques actuelles de la STM. J'ai été président pendant des années. Mon successeur était Jean-François Parenteau, qui a continué d'avoir des réunions publiques dans les quartiers et sur les thèmes sectoriels. La personne qui a succédé M. Parenteau, c'est M. Sauvé. Donc, Madame la Présidente, j'entends une solution à une situation où on pense qu'effectivement, on peut régler la situation en 1 minute, que tout le monde va être d'accord. Effectivement, une ligne que le Conseil appuie l'idée de réunion publique à la comité de service à la clientèle va régler le problème. Merci. Merci, M. Rotran. La parole à M. Sauvé. Merci, Madame la Présidente. Regarde, c'est très, très simple, M. Rotran. On l'a exprimé au dernier conseil. On ne pense pas que le conseil de ville devrait dire à l'STM quoi faire. Je vous l'ai déjà dit en personne qu'on allait faire des consultations publiques avec le comité de services aux usagers et de services à la clientèle et services et accessibilité universelle. On l'avait déjà dit. On l'avait déjà mis sur Facebook quand il y allait avoir des premières rencontres. On a déjà très clairement exprimé lors de multiples sorties médiatiques qu'on allait faire beaucoup de consultations publiques, puisque l'STM est en train de regarder tout son réseau d'autobus. Et ça va prendre énormément de consultations pour le faire. La première ronde a été faite avec, je pense, 12 000 répondants en ligne. Puis là, ils vont faire de plus détaillé dans les quartiers, dans tous vos quartiers. Et j'espère vous voir aussi, mes chers collègues, dans vos quartiers, parce qu'on va faire le tour. Et ça va prendre beaucoup d'efforts, probablement jusqu'en 2020 également. Donc, je vous l'ai dit qu'on allait le faire. On a publié sur Facebook qu'on allait le faire. On a dit dans les médias qu'on allait le faire. Vous voulez avoir quand même proposé une motion avec votre nom là-dessus. C'est bon. C'est correct. Je veux dire, on travaille bien, on travaille en public, on n'a pas peur d'aller en public. J'aime ça aller en public. Je préside en fait consultation publique dans mon arrondissement mercredi. Ça fait grand plaisir. Donc c'est quelque chose qu'on allait déjà faire. Je suis très fier en fait de notre administration. Juste dernièrement, comme vous savez, on a changé le personnel sur le CIA. On a réduit 2 élus. On a ramené 2 indépendants de plus. Et on a même un des 2 élus, c'était de notre formation politique. Donc, nous, on démontre de non-partisanerie dans notre agissement avec l'STM. Donc, je pense que c'est une bonne chose. L'STM va être plus fort pour ça. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, parce qu'on va trouver un compromis, là, on veut travailler ensemble avec tout le monde, c'est un amendement, tout simplement de dire, effectivement, on va tenir 2 assemblées publiques du CSA, Comité de services à la clientèle, et à accessibilité universelle dans 2019. Ça nous fait plaisir, comme j'ai déjà dit, comme on l'a déjà exprimé dans les médias à plusieurs reprises, mais on va juste biffer la portion qui va dire qu'est-ce qu'on va consulter. Parce que nous, on a assez de pain sur notre planche avec le refond total de notre réseau d'autobus. Donc, c'est proposé par moi, appuyé par M. Limoges, notre amendement. Donc, je vais le faire circuler maintenant. Merci. Merci.
Alors, la motion est jugée recevable. Monsieur Rotran. Sur la motion. Sur l'amendement, excusez-moi. Madame President, on the amendment, j'ai seulement 2-3 remarques. Évidemment, je vais l'accepter. Mais j'aimerais que les membres du Conseil sachent que la motion est déposée avant que le STM a fait une inscription laconique sur son page Facebook le 12 décembre, comme est ajouté avec un nouveau attendu. Ça doit être compris par tout le monde. Je ne dis pas que c'est une réaction de la motion, peut-être c'est une grande coïncidence. La deuxième chose est, étant donné que la ville et l'agglomération nomment le CIA, la ville est le plus grand bailleur de fonds de la STM et que le Conseil peut effectivement destituer juste comme ça les membres de CIA. Je pense que c'est normal pour les questions qui touchent le STM de aussi être débattre ici. J'ai une question pour M. Sauvé et seulement une. Vous venez de dire qu'il y a un gros bout de travail qui vient avec la refonte des réseaux d'autobus. Est-ce que vous êtes à l'aise avec un mineur changement de résolu que le Conseil municipal invite le STM à tenir au moins 2 réunions de CSA en 2019? Vous dites 2. Ça vous donne la loisir d'avoir plus. Est-ce que vous acceptez ça? If you do, we're in business and we're going home. M. Sauvé est d'accord. Donc, sous-amendement appuyé par M. Sauvé, que ça doit lire que le Conseil municipal invite le STM à tenir au moins 2 assemblées publiques de CSA en 2019. Pour les nouveaux élus, ça, c'est le compromis de bonne collaboration entre les partis. Merci. Merci beaucoup, M. Rotran. Alors, sur la motion, sur l'amendement? Alors, il n'y a plus d'autres prises de parole. Oui, Cet amendement est adopté, ainsi que la motion est adoptée telle qu'amendée. Exactement. Monsieur le leader, il est 22 heures pile. Oui, et nous allons prolonger, j'imagine, de 37 secondes, car il reste un point Pas à plus. adopter, qui est le 7-12, le dépôt du rapport du bureau de l'inspecteur général. Nous devons déposer le rapport pour pouvoir finir et aller en paix. Alors, je propose le dépôt. Alors, c'est déposé. Merci beaucoup, Monsieur le leader. Merci à l'ensemble des membres pour votre collaboration. Bonne soirée. On se retrouve au mois de février.